La saison 5 est présentée par Groupe Humanova, qui accompagne et conseille les individus et les organisations afin de favoriser leur adaptation et leur réussite dans un monde du travail en constante évolution. Louis Cournoyer, bienvenue sur le RH Podcast. Bonjour! Ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui! Merci d'être là. Oh, cette belle journée. Oui. Oui, première journée chaude. Oui. Ça fait vraiment du bien. Puis honnêtement, ça va être un sujet super intéressant. Là, Ouais, on parle vraiment. depuis le début pour ceux, je veux dire, là, on est en ondes, Ouais. mais quand même, on avait une belle discussion avant. Fait qu'on s'est dit, on va poursuivre quand même la discussion, mais enregistrée parce que Ouais. sinon, ça peut aller pendant des heures. Mais avant de discuter justement de la transition, tu sais, qu'on veut parler transition entre le milieu plus académique vers le milieu professionnel. Ouais. On aime toujours demander à nos invités un peu d'où ils viennent, qu'est-ce qui les a amenés à faire, dans le fond, ce qu'ils font aujourd'hui. Tu sais, qu'est-ce qui t'a amené à devenir conseiller d'orientation? Et chercheur aujourd'hui Les aussi. chercheurs, Oui. professeurs, exactement, toutes ces belles professions-là. Il était une fois. C'est toujours une grosse question. Oui, non, c'est ça. Celle après, qui suis-je Ouais. et où vais-je? C'est ça, je vais partir d'où je suis, puis après, je vais retourner en arrière. Donc, dans la vie, moi, je suis professeur titulaire à la section counseling de carrière à l'Université du Québec à Montréal. Ouais. Je suis également conseiller d'orientation, membre de l'Ordre des conseillers d'orientation depuis près d'une trentaine d'années. Et un peu comme je vous ai dit tantôt, donc, j'ai fait de la pratique dans les différents secteurs, j'ai été beaucoup à mon compte. Ça fait que ça m'a permis de toucher plein de choses, dont les transitions à tous les âges là, de la vie. J'ai étudié à Sherbrooke, j'ai fait mes études à Sherbrooke, mes 3 cycles à Sherbrooke, comme tel. Donc, c'est une ville que j'ai bien connue. Puis pourquoi je suis en orientation? Comme bien des gens en orientation, je pense, des fois, il y en a qui disent que c'est une réparation. Ah ouais? Tu sais, qu'on Comme en est allé psychologie. là-dedans. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est une réparation, tu sais, c'est un grand terme, là. Je ne veux pas rentrer dans une grosse psychanalyse avec ça, là, mais c'est une occasion de dire, je vais aider des gens à voir clair avec les ressources que je vais avoir développées à partir d'un état que moi, j'étais perdu. Parce que même moi, je ne me voyais pas aller à l'université. Je viens d'une famille que mes 2 parents ont chacun une 7e année. L'éducation, c'était pas nécessairement quelque chose de valorisé, pas par désintérêt, mais plus par manque de ressources chez moi. Ça fait que j'ai toujours eu cette curiosité-là. Puis l'orientation pour moi, / counseling de carrière, là, c'est un domaine où on touche à la fois l'individu, puis le marché du travail, puis la vie au travail, puis la carrière, tu sais, dans tous ces rôles de vie. Fait que c'est vraiment venu me chercher, m'intéresser, puis c'est ça. Puis aujourd'hui, j'ai fait des recherches sur les processus de prise de décision de carrière chez les jeunes. Là, maintenant, je suis plus dans avec les personnes de 50 ans, 45, 50 ans et plus, mais je fais aussi plein de recherches avec différentes populations pour justement voir comment ils négocient leur transition de vie, de carrière, quand ils vivent différentes choses là, au plan personnel, handicap, santé mentale, ces choses-là. Puis C'est vraiment intéressant. Ben non, mais vas-y, c'est vraiment Ben intéressant. non, ben oui, c'est ça. Ben, c'est pour ça que je voulais comme poser une question sur ta clientèle au privé comme conseiller d'orientation. Ça ressemble à quoi? Oui, bien là, comme je disais, je l'ai arrêté Là, tu il y a l'as- 2 ans. oui, Je me concentre plus sur de la supervision clinique. OK. Je fais plus ça maintenant là, à temps plein ou des conférences ou des formations. Puis j'ai une job de jour qu'il faut que je m'occupe. Ouais. Mais ma clientèle, ça pouvait être des gens qui travaillent, tout simplement. OK. Donc, ça peut être des jeunes en début de carrière. OK. Ça peut être des gens qui sont, traditionnellement, on appelle ça la mi-carrière, mais j'accroche à ce concept-là parce qu'aujourd'hui, tout se mélange, mais c'est de tous les âges. Mais, tu sais, vous avez eu Mathieu Guénette, puis à un moment donné, dans vos épisodes, puis à un moment donné, il parlait de ça, que c'est pas pareil selon les âges, les enjeux, puis c'est peut-être ce qu'on va voir aujourd'hui, là, mais clairement, c'est vraiment intéressant de saisir c'est quoi l'expérience de la personne interne, relationnelle, puis ce qu'il y a autour d'elle, puis les étapes de vie aussi qui jouent. Ça, c'est une belle particularité, là. Fait que ma clientèle allait de 25, j'ai eu du 65 ans et plus. Ah ouais, Oui, wow. puis on voit de plus en plus de gens
qui viennent faire de l'orientation pour préparer leur retraite. Parce qu'après la fameuse année qu'on dit qu'on va voyager, relaxer, le mériter, l'être humain, il a besoin de produire de quoi. Ouais. Même si c'est du jardinage, de la peinture, il faut qu'ils produisent quelque chose. Mais on en parle avec Groupe Humanova. Là. Ouais. Eux, en fait, leur concept, c'est de ne pas nommer ça retraite, mais plutôt l'après-carrière. Parce qu'au final, tu te retires, peut-être, oui, du monde du travail, mais ton identité, elle fait juste se redéfinir au lieu de complètement se détruire ou comme se dissolver. Au final, c'est vraiment comme une redéfinition de soi. Puis c'est pas... c'est beaucoup plus que... Au final, on est beaucoup plus que juste notre travail, je veux dire, entre guillemets. Là. Puis, tu sais, Benoît, il mentionnait que quand t'es... Ben, à ce moment-là, ton sens au travail, c'est de redonner aussi. Ouais. Quand on est jeune, peut-être là, c'est plus, mettons, au niveau de nous, personnellement, on veut créer notre propre valeur, mais quand tu vieillis, là, après, tu veux redonner à la société, redonner aux jeunes et tout ça. Fait que... Dépendamment de ton parcours. Oui, dépendamment. Puis de la situation. Ouais. Mais ça, c'est... Il y a toujours des variables dépendantes. Oui, c'est ça. Là, si je suis là, je vais partir dans les 45 ans et plus, que je pourrais vous faire une heure facile là-dessus. Oui, c'est ça. Mais on va rester à notre sujet parce que... C'est ça, on revient un peu plus jeune avant d'embarquer dans la quarantaine et plus. Mais justement, aujourd'hui, on est là pour parler comme de transition entre la sphère académique, fait que tu sais, un peu dans ce vers quoi on se dirige, Ève et moi. C'est vraiment de toutes les personnes, en fait, qui sont à l'école, qui transitionnent vers le monde professionnel. On voulait, en fait, en parler parce que, moi, je l'ai vécu un peu, là, dans le sens que, comme en ce moment, on en parlait aussi un peu avant, j'ai un emploi à temps plein. On n'en parle pas souvent sur le podcast, mais reste quand même qu'avant d'avoir cet emploi-là, j'ai étudié. Fait que, je veux dire, je me considère que j'ai des connaissances, des compétences, je peux accomplir des choses dans le monde professionnel. Mais parlant d'expérience personnelle, j'ai quand même eu un choc de me dire, quand je rentre sur le marché du travail, j'ai encore des choses à apprendre. Je sais pas tout. Fait que, mettons, si on part de la base, comment tu définirais peut-être cette transition-là, toi, entre le monde académique et professionnel, ou la transition, tu sais, qu'on en parlait aussi un peu avant, at large, puis après ça, au pire, on rétrécira dans l'entonnoir. Oui. Ben, si vous me permettez ça, on va partir large d'une transition, c'est quoi? Tu sais, une transition, c'est pas un événement. C'est pas l'événement de trouver une job. La transition, c'est un processus et qui est variable selon chaque individu. Donc, c'est un processus qui repose sur l'interprétation qu'un individu va faire de nouvelles situations et des actions qu'il va poser en conséquence, actions adaptatives ou non adaptatives, là, qu'il va poser par la suite par rapport à ça. Tu sais, des transitions, on en vit dans toutes nos sphères de vie. Tu sais, on vit des transitions d'emploi, des transitions scolaires, des transitions amoureuses. Dans tous les cas, on va souvent se représenter la transition de la façon... Moi, j'aime bien l'image suivante, c'est comment on fait passer d'un carré à un triangle. Bien, pour faire passer un carré d'un triangle, il faut commencer à accepter que les pièces, il faut les ouvrir, les défaire. Puis tranquillement, bien, tu sais, quand je défais des pièces pour former un triangle, bien, entre les deux, ça va être un peu n'importe quoi. Ça, c'est insécurisant, n'importe quoi. Tu sais, quand je suis un carré, c'est comme jouer à tag. Quand je suis protégé sur le mur, je me sens safe avec mon carré, mais je veux m'en aller à quelque part, mais je ne suis pas rendu. Fait qu'entre-temps, je suis en train de défaire les pièces, puis ils vont se reconstruire. Mais toute cette période-là, on se sent plus fragile, on se sent plus incertain. Donc, une transition, c'est pas nécessairement quelque chose de toujours agréable. C'est constructif, mais pas nécessairement agréable. Ça implique de tolérer l'incertitude, tolérer une certaine souffrance. Donc, et le danger, puis on y reviendra avec les études, c'est d'interpréter dans cette période-là de « Ah, ben là, je suis pas bien. Fait que comme je suis pas bien, clairement, je suis pas à ma bonne place. Il faut vite que je prenne une décision pour tuer cet inconfort-là, comme quitter un emploi, etc., alors que c'est un processus normal. On s'en va chez les travailleurs, chez les étudiants qui partent. Là, je ne vais pas aller trop large, mais en même temps, ce bout-là, je le trouve intéressant. Tu sais, quand on y pense à un étudiant, on pense à un étudiant, c'est un étudiant, puis un travailleur, c'est un travailleur. Mais être étudiant, c'est un métier. C'est un métier qu'on commence à l'âge de 5 ans.
qu'on va poursuivre jusqu'à l'âge de 16, 18, 22 ans, et qui consiste à quoi, ce métier-là? Il consiste à recevoir de l'information, acquérir l'information, la maîtriser, à être évalué sur cette information-là, devoir la démontrer en fonction de saisir Ouais. c'est quoi le prof, hein? À chaque fois qu'on a un nouveau prof, c'est quoi qu'il veut exactement, etc. Les étudiants développent ça, puis tout ça dans un cadre qui est quand même sécurisant. Qu'est-ce que je veux dire qui est sécurisant? C'est qu'il est structuré, il est organisé, il se veut démocratique, respectueux des droits de chacun. C'est pas toujours parfait, mais il y a des règlements, il y a des règles explicites, puis on peut toujours recourir aux besoins de ces règles-là. Quand on entre sur le marché Puis je vais compléter ça. Puis quand on termine un long processus, comme des études universitaires, bac, maîtrise, doctorat, on a acquis plein de savoirs. Ça fait un bout qu'on est étudiant là, dans ce métier-là. Et là, on pense qu'on est un produit fini, complet. Et que là, on est prêt pour gagner sa vie. Et la transition, ça va être de dire « Oh mon Dieu, je retombe débutant. Oui. Et dans un monde qui n'est plus l'université. Dans un monde où il n'y a pas de structure d'être préétablie. Dans un monde où c'est bon que je pose des questions pour comprendre comment ça fonctionne, mais on s'attend de moi, pas que je démontre ce qui est correct de démontrer, mais que je trouve des solutions moi-même à des problèmes dans des contextes qui sont flous, ambigus, où il n'y a pas nécessairement de règles. Tu sais, souvent, on va dire, dans la pratique, on construit l'avion en même temps qu'on est en train de s'envoler. Là, tu sais. Fait que c'est ça. Je pourrais aller plus loin, là, mais c'est quelque chose qui ressemble... Ben, c'est vraiment intéressant. On dirait que j'ai comme plein de réflexions pendant que tu parlais. Là, mais je sais pas si tu as une question précise, toi, mais... Ben non, mais moi aussi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, tu sais, encore une fois... peut-être comme on en parlait avant, en fait, moi, non, c'est pas vrai, je vais revenir moi aussi à ma première idée, puis on reviendra après à ce qu'on discutait avant, mais on dirait tout ce que tu nommais aussi, ça me faisait penser au ciné, tu sais, que Sonia Lupien, elle aborde, puis on dirait que c'est toutes des choses aussi qui peuvent, que ça vient affecter finalement le confort humain, un peu comme tu appelles, c'est de l'inconfort, hein, c'est de sortir de notre zone de confort. On dirait que c'est comme l'absence de contrôle, c'est tout l'ego aussi qui est peut-être menacé. La nouveauté. Exactement, l'imprévisibilité aussi, la nouveauté comme tu parlais aussi, tu sais. Fait que, tu sais, je le voyais vraiment comme à ce niveau-là aussi, d'un sens que, tu sais, elle attribue beaucoup pour le stress. Mais peut-être que ça vient créer ça aussi, exactement. Ça vient créer peut-être un peu cette angoisse-là, ou comme cette... Mais en fait, là, c'est une question que je te pose. Ça vient de créer une anxiété de performance, tu sais, aussi? C'est un autre genre de... C'est là que je parlais de l'interprétation. Tu sais, chaque individu va le vivre différemment. Fait que là, oui, ça peut rejoindre des questions de régulation. Mettons, tu sais, on the spot, là, je vais le prendre sous l'angle d'un concept, là, sentiment d'efficacité personnelle. Il y a 4 dimensions là-dedans. Le premier, c'est la maîtrise de la tâche. Donc, une des raisons pour lesquelles une insertion pourrait être facile ou difficile de base, c'est est-ce que je suis bien formé ou je suis moins bien formé? Puis, y a-t-il des choses que je découvre dans la pratique qu'il faudrait que j'aille acquérir? Puis, en passant, souvent, les étudiants, on va tous, pour en avoir déjà été un, on passe habituellement les 2 premières années à en vouloir à l'université de ne pas nous avoir préparés à ceci, cela. Parce que chaque milieu va avoir ses particularités. Fait que, est-ce que je maîtrise la tâche? Est-ce que dans ma job, j'ai l'occasion d'apprendre de quelqu'un? Hein? Tu sais, une insertion, elle peut être difficile. Si on me drop dans un milieu où j'ai pas de soutien, où on me donne des dossiers, où je dois m'arranger rapidement, mais j'ai pas de modèle. Tu sais, il n'y a pas de modelage. Je vois pas personne faire une tâche. Je peux même pas dire si je la fais bien parce que j'ai jamais vu quelqu'un qui a l'air de la faire bien, cette tâche-là, etc. Troisième élément, tu sais, persuasion verbale. Est-ce que je reçois des rétroactions? Pas juste des compliments, mais est-ce que je reçois des... Est-ce que la façon que les interactions se font avec moi, ça m'aide-tu à me sentir à ma place? Puis le dernier point qu'on oublie souvent, c'est que quelqu'un peut être compétent, peut avoir plein d'occasions de soutien, de voir les autres, peut être encouragé, mais s'il ne croit pas, ça va être difficile. Le dernier point, c'est la régulation. Tu sais,
une transition, c'est ça qui distingue un individu d'un autre, c'est sa façon de se réguler au plan émotionnel. Les expériences qu'il va vivre, ça va l'amener à vivre des émotions. Tu parles d'anxiété. Ouais. Tu sais, est-ce que je me sens capable de coper, de faire avec la tâche, ou j'ai l'impression que c'est insuffisant, puis quand je vis de l'insuffisance, comment je gère ça, moi? Est-ce que je me mets tout de suite à paniquer? Est-ce que on pourrait parler de sentiment d'imposteur? Ouais. Est-ce que je me sens imposteur? Puis là, j'ai le goût de reculer, de quitter. Un danger là, de début d'insertion sur le marché du travail, c'est d'avoir la difficulté à tolérer l'incertitude. Puis je dirais même une normale incompétence. Et conséquemment, un réflexe qu'on peut avoir, si c'est trop difficile à gérer au plan émotionnel, bien, la personne pourrait dire « c'est pas fait pour moi ». Donc, quand je dis l'interprétation, c'est souffrance, incertitude, malaise. Donc, moi, ma réponse quand je veux un malaise, c'est signe que je suis pas à bonne place. Je sais que je m'en vais. Alors que tous les apprentissages significatifs qu'on fait dans notre vie habituellement, ils ont impliqué des efforts, des épreuves, c'est ça. Fait que là, on pourra parler de ce qu'une organisation peut faire peut-être par rapport à ça, mais il y a un bout qui va être normal. Puis vous vous rappelez, quand je te dis au début, mon carré qui devient un triangle, bien là, quand tu rentres sur le marché du travail, à un moment donné, c'est que tes pièces sont toutes défaites. Puis là, il faut que tu fonctionnes avec ça. Puis tu sais, si j'en ajoute un petit peu, à la même période de vie, OK, on sait tout, quand on quitte l'université, on se dit tout, hey, on garde contact, on continue à se voir, c'est ça. Mais là, on le voit que le marché du travail nous bouffe du temps. Il nous demande de l'énergie à s'organiser. Fait que là, on se ressente. Là, il y a des nouvelles personnes dans ces milieux-là. On change nos amis qu'on a pris par ressemblance. Là, on trouve des relations qui ne sont pas de choix, mais qui sont fonctionnelles. Puis on a besoin d'évoluer dans cet univers-là. Fait que c'est un stress de plus, hein, de dire c'est quoi ma place? C'est quasiment un retour au secondaire. Tu sais, je retourne dans un environnement de ici, j'essaye de bien me placer pour pas être rejeté. Puis en même temps, je veux être bien vu. Ouais. Puis une réalité du marché du travail aussi, c'est que 1 + 1 égale pas toujours 2, notamment sur le plan de l'avancement de carrière. Tu sais, c'est ton art de te créer des relations. Tu rentres dans une job avec ta compétence, mais après, c'est tes relations. C'est l'image de... Oui. Ah non, mais excuse, je voulais vraiment pas te couper, mais j'allais juste dire que c'est vraiment un bon point que tu amènes parce que la transition n'est pas juste au niveau de l'emploi. Non. Tu sais, au niveau des relations, elle est des fois au niveau du contexte de vie parce qu'il y a des gens qui déménagent pour un emploi aussi, tu sais. Ouais. Fait que des fois, c'est comme tout, c'est pas juste, tu sais, ton travail, il y a ton cercle social, il y a ton environnement physique aussi, tu sais, tout ça qui change. Fait que, tu sais, la transition, elle est multifactorielle, multidimensionnelle, tu sais, finalement aussi. Oui. Fait que là, dans le fond, moi, je voulais juste bien comprendre. Là. Toi, dans le fond, tu définis la transition comme étant c'est un concept qui n'est pas unique. Dans le fond, c'est un processus, mais c'est pas un processus qui est vécu de la même façon pour chacune des personnes parce que c'est de la manière dont c'est interprété qui va être différente. Et après, là, tu mentionnais qu'il y avait toutes les stratégies de coping, les stratégies de gestion, d'adaptation dans tout ça. Donc, là, je me demandais un peu je veux dire les variables, mais c'est quoi les éléments qui peuvent rentrer en considération dans la manière d'interpréter? Comment tu vois ce processus-là Est-ce qu'il y a des variables individuelles? C'est quoi un peu ces variables-là? Oui, bien, ça va être des variables sur tu sais, on va revenir aux bases, des variables individuelles. On va dire individuel, relationnel, social. OK. Individuel, les classiques. Qu'est-ce qui va entrer en jeu? C'est estime, image de soi, confiance en soi. L'image de soi aussi, c'est l'image que je m'étais projetée, que je voulais être sur le marché du travail. Et puis là, quand je me retrouve débutant, c'est confrontant, c'est de vivre avec ça. Tu sais, quand on ne vit pas dans notre image de soi, on n'est pas bien, là. Tu sais, on cherche soit à dire « je change l'environnement » ou on essaie de travailler ça, mais c'est plus facile de changer l'environnement. Fait qu'il y a des variables... tu sais, au niveau de l'interprétation de la situation. Puis là, on tombe quasiment dans du TCC, là, tu sais, au sens de la personne va interpréter la situation, généralisation, distorsion cognitive, ça. Mais ça rentre là-dedans. Mais c'est bon d'en parler
parce que c'est pas juste un processus standard, c'est un individu qui rencontre un environnement avec son histoire, son parcours, ses ressources, ses limites, et qui vivait jusque-là, comme je le disais, dans un environnement académique qui peut être qui peut être certaines personnes étouffant, parce que pour certaines personnes, c'est très étouffant. Parlez-en aux gens qui ont TDAH. Là, le milieu scolaire, c'est très étouffant, alors qu'une fois qu'on en sort, wow, il y a de la place pour la créativité. Mais c'est sécurisant aussi pour beaucoup de personnes. Et là, on s'en va dans un environnement où les codes sont implicites, les règles sont implicites. Il y a des rapports de pouvoir. Ça, c'est politique. Là, de la micro-politique. Puis tu sais, la politique, souvent, les gens disent « moi, j'aime pas ça, la politique. » Que tu aimes ça ou pas, la base de la politique, c'est ce qui se passe dans un petit groupe, dans un environnement composé de citoyens ou d'individus ou de travailleurs. Fait qu'il y en a toujours de la politique. Il y a des rapports de force. Ça fait que, je reviens sur ta question, tu sais, ça fait que, il y a tout ton fonctionnement psychologique qui va jouer, tes ressources. Puis comme je disais tantôt, ton niveau, au niveau des ressources, c'est ton niveau de connaissances, compétences préalables et appliquées au milieu. Des fois, tu t'aperçois que tu as des croûtes à acquérir. Au plan relationnel, ça, c'est nouveau. À l'université, on ne vous demande pas d'avoir le tour, de créer des relations, d'entretenir des relations. Tu sais, tu peux faire tes travaux seul quand tu n'aimes pas travailler avec du monde. Tu sais, mettons, tu te dis, moi, avec du monde, j'ai ça parce que je traîne du monde. Tu sais, la réalité d'un étudiant, là, je travaille toujours avec les mêmes personnes parce qu'avec d'autres, là, je ne sais pas, puis ça, puis là, on est habitués, nous autres, puis ou j'aime mieux faire ça tout seul parce que quand j'étais avec du monde, j'ai eu des expériences. Mais là, tu choisis pas, là, tu sais, faut que tu fonctionnes avec du monde que jamais, tu sais, puis des fois, c'est longtemps, là, tu sais, il va être un bout longtemps. Fait qu'il faut que tu développes cette compétence-là, relationnelle, politique, l'art de négocier, de créer des liens, de te gérer là-dedans. Puis là, après, on pourrait arriver à la dernière partie, qui est la partie, l'insertion, la dimension sociale, économique, etc., tu sais, qui va jouer, dépendant dans le type de secteur d'activité que tu es, les valeurs, tu es dans le public, dans le gouvernemental, les rapports de pouvoir se jouent moins sur la base. Là, je vais faire du gros cliché, mais dans un milieu gouvernemental, c'est pas une entreprise centrée sur le profit, ça fait que le pouvoir est plus symbolique chez les individus, entre les individus. Dans une manufacture, ça va être autre chose. Selon qu'on est en management ou selon qu'on est dans un domaine social, c'est différent. Fait que, mais les valeurs, les normes, puis là, on pourrait rentrer le côté culturel aussi. Des choses. Fait qu'il y a plein de choses à saisir. Tu sais, on parlait que c'est pas plus gros dans les domaines, c'est un temps d'apprentissage. Je pense que tout ce que je suis en train de dire, c'est que je suis en train de dire qu'il faut prévoir s'allonger des années d'apprentissage de plus. Oui, mais c'est intéressant parce que quand on sort de l'école, on a l'impression, tu sais, quand même qu'on a notre base déjà d'apprentissage, tu sais, mais dans les faits, il y a beaucoup d'autres choses à apprendre concrètement. Puis en lien un peu avec ce que tu disais, tu sais, moi, il y a 2 concepts un peu qui me sont venus en tête, puis je suis quand même curieuse de savoir qu'est-ce que toi t'en penses. Est-ce que, dans ce cas-ci, tu sais, cette transition-là, c'est plus une question d'apprentissage au niveau du savoir-être ou du savoir-faire? Parce que, tu sais, il y a quand même cette notion-là, comme tu disais, tu sais, le soutien social ou comme de bien gager les gens autour de nous, de bien se présenter ou les relations qu'on crée et tout ça. Mais il y a quand même une dimension, tu sais, plus technique ou comme, tu sais, les gens sont là pour faire exécuter des tâches, mais, tu sais, les deux sont quand même, ils viennent ensemble. Mais, c'est quoi cette... Je pense qu'il y aurait, tu sais, c'est sûr qu'il peut y avoir du savoir puis du savoir-faire d'impliquer. Ne serait-ce qu'une organisation peut avoir des choses de plus à devoir faire apprendre. Mais le savoir-être va être important. Moi, j'oserais même appeler ça, dans ce qu'on parle là, le savoir interagir. Et ça, ce que je dis là, ça se base pas sur des études scientifiques, c'est plus sur de l'expérience personnelle puis d'un homme de 54 ans qui travaille depuis quelques années. Mais j'ai toujours l'impression que tu trouves ta première job avec tes diplômes,
puis le reste de ta vie, tu les trouves avec tes relations et ta réputation. Puis ta réputation, c'est une part que tu contrôles pas, mais c'est quelque chose qui est lié au fait de ce que tu as entretenu, de ce que... Tu sais, puis là, sans tomber dans de la philo, mais tu sais, personne ne te doit rien, personne ne t'attend. Fait que conséquemment, la façon que tu investis les gens, la façon que tu investis des clients, la façon que tu investis des collègues, la façon que tu investis, ça va jouer. La façon que tu as aidé une autre personne, tu sais, puis l'image qu'on a de toi dans le milieu, ça va jouer. Puis quand que, des fois, une embauche va se faire, tu connais-tu cette personne-là? Oui. Puis la question, c'est, il est compétent, mais quand on embauche, on embauche une compétence, puis on embauche en même temps une personne qui ne viendra pas faire de trouble dans la gang. Tu sais, quelqu'un de compétent peut être chiant aussi, fait qu'on ne veut pas ça. Ouais. Fait qu'il y a cet apprentissage-là, puis je vais te dire, il pourrait exister à l'université, mais s'il existait à l'université, c'est que ça rendrait l'évaluation très aléatoire. Mais le marché du travail, il y a une grande part d'aléatoire. Tu sais, si on faisait ça à l'université, là, le monde dirait, ben bon Dieu, c'est injuste, c'est pas correct. Quand ça fait que moi, comme prof, je m'entends mieux avec toi, puis je te donne l'accès à quelque chose, mais toi, non, moins. Et puis il n'y a pas de raison. Fait que moi, je suis obligé, dans un univers universitaire, de faire fi de ça. Puis même, je suis directeur de programme. Des fois, quand je prends une décision avec quelqu'un, il faut que je pense au précédent. Là. Tu sais, je vais-tu créer un précédent? Parce que si je l'accepte à toi, il faut que je l'accepte à l'autre personne que j'ai pas le goût d'y donner, mais j'ai pas de raison d'y refuser. Marché du travail, il y a ces côtés-là. Là. J'avais une question, mais je ne sais pas si ton autre question est en lien avec... Okay. Je me demandais, est-ce que tu dirais que que notre premier exemple, qu'on sort de l'école, du milieu académique, que notre première expérience de travail elle a un plus grand impact que les autres qu'on va avoir sur notre perception du marché du travail? Je pense qu'il va y avoir un impact, mais j'espère que non, puis je pense pas. Puis je vais t'expliquer dans quel sens. Okay. Des fois, quand on rentre sur le marché du travail, on rentre avec peu de... Moi, j'appelle ça l'entrepôt d'expérience. Okay. C'est-à-dire, quand tu as eu plusieurs... Je fais un petit parallèle rapide pour expliquer mon exemple. Moi, comme conseiller d'orientation, j'ai peut-être rencontré, je ne sais pas, dans ma vie, j'ai peut-être fait 500 processus. Ils n'ont pas tous été... J'ai pas tout été à mon meilleur. Un peu comme un sportif, ça. Fait quand il arrive une situation où je me sens incompétent, mais quand ça m'arrive après 500 processus, je regarde dans l'entrepôt d'expérience puis je me dis, ouais, Louis, celle-là, c'était pas fort, mais en même temps, tu as de la valeur. Une première expérience, il y a ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. Des fois, tu vas rentrer dans un premier emploi, puis on sait dans les processus d'embauche, des fois, ce qui est annoncé dans l'annonce puis ce qui est dans la réalité, c'est deux. Toi, tu as acheté une image de la job, puis là, tu te retrouves à faire des tâches qui ne sont pas du tout ça. Il y a une partie, oui, c'est bon s'adapter, mais il y a une autre partie, des fois, il faut... Et il y a des expériences, des fois, qui sont difficiles, des gens qui vont être difficiles. Fait que c'est pour ça que je dis j'aimerais mieux pas, parce que il faut d'une part aussi savoir dire j'ai vécu une mauvaise expérience, puis je vais aller ailleurs. Mais ça se peut aussi que ça soit un impact positif, parce que je me dis, si, exemple, l'entreprise dans laquelle tu arrives, c'est une très, très, très belle expérience, tu t'es senti bien accueilli, les processus étaient super bien, mettons, intégration, accueil, etc., puis t'as trippé. Je pense aussi que ça peut être également très positif pour toi. Oui. VS, là, une expérience qui est un petit peu plus négative. Fait que là, il faut les additionner. Puis puis je pense dans les premières... Ça, ce qui n'a pas changé aussi, tu sais, on parlait des groupes d'âge, plutôt des étapes de la vie. Ouais. Et quand on est en début de carrière, on est en train de construire son CV. Fait qu'on va chercher, on va carburer beaucoup aux défis, aux occasions de développement, acquérir, travailler sur un projet, etc. Fait que c'est bon de faire ça. Puis c'est correct aussi de vivre différentes expériences d'emploi. J'ai l'impression que j'entends ma mère qui me disait, quand j'étais tout seul, puis j'étais toujours avec la même blonde, elle me disait « Va explorer! » On n'entendait pas cet exemple-là. Mais
Mais ce que je veux dire, c'est bon, c'est une période d'exploration. Ouais. Puis c'est comme ça. Puis le danger, des fois, c'est de tout de suite se placer à quelque part, pas bouger de là. Puis... Parce qu'il y a une autre réalité qui va arriver aussi. Puis là, je fais un parallèle avec les relations amoureuses. Je joue ces deux analogies. OK? Tu peux rencontrer à 24 ans la personne parfaite pour toi, comme tu peux rencontrer l'emploi parfait. Puis 10 ans après, tu as fait le tour de la job. Des fois, un couple, après 10 ans, ben c'était fort, mais là... Puis là, le danger, c'est que plus tu restes là, plus ça va faire sortir le mauvais de chacun, etc., le mauvais ou de l'organisation, de l'individu. Donc, pourquoi je dis que c'est correct à un moment donné, c'est pas parce que tu as commencé un emploi puis après 3 ans, ça marche plus, que c'est nécessairement un mauvais choix. Ça veut juste dire que c'était un bon choix au moment que ça a été fait, mais la fameuse expression à un moment donné, j'ai fait le tour, peut s'appliquer. Je sais pas si je fais du coq à l'âne avec ça, là, mais je sais. Oui, non, ça fait beaucoup de sens. Okay. Puis, je me demandais, est-ce que cette transition-là, tu sais, sur le marché du travail, est-ce qu'elle est affectée par le contexte? Tu sais, est-ce que, aujourd'hui, disons, c'est plus difficile d'entrer sur le marché du travail ou est-ce que la transition, elle est plus difficile? Puis, tu sais, des fois, j'entends souvent qu'il y a des gens avec beaucoup d'études, des diplômes qui sont pas sélectionnés parce qu'ils sont surqualifiés, des fois, pour certains postes, tu sais. Est-ce que, justement... C'est plus difficile de nos jours d'effectuer cette transition-là vers le marché du travail? Bien, c'est sûr que là, je ne suis pas économiste, mais tu sais, avant, on avait tendance à comparer des générations. Oui. Et moi, je me rappelle, alors que là, je pense qu'il s'est passé de quoi dans les 5 dernières années qu'on peut quasiment comparer la même génération au travers de ce qu'elle a vécu. Oui. Moi, j'ai souvenir dans les années 2020-2021, là, il y avait un marché d'emploi très ouvert où c'était la fameuse époque où on disait quasiment en blague là, que c'est le candidat qui s'en va dicter. Puis les salaires augmentaient, tout le monde. Là, on se disait, mon Dieu, hein, c'est l'âge d'or de l'emploi, etc. Bien, ça allait super bien. Puis là, il a seulement fallu 3-4 ans de plus. Puis là, on est tombé dans un environnement où ça s'est resserré. Et, tu sais, il y a des facteurs politiques et des facteurs économiques. Actuellement, ça peut être difficile de se trouver de l'emploi tout court, avant que j'aille sur ton point, parce que les entreprises ont resserré leur investissement. Il y a beaucoup d'incertitudes politiques, économiques actuellement. Fait que le principe d'investir dans de l'embauche, dans des technologies pour un employeur, c'est... Puis là, bien, il y a la montée de l'IA aussi, qu'on se cherche là-dedans. Ça fait que je dirais qu'on est dans une période plus difficile, mais les gens, on n'a quand même pas un taux de chômage là, à 40 % là, ou à 25 %. Fait que, OK. Ah oui, c'est bon, ça répond. Mais pour faire du pouce sur ton point, je vois beaucoup aussi sur LinkedIn, par exemple, je regarde parfois les postes, puis je vois 100 candidats appliqués sur le poste et plus. Puis, tu sais, après, c'est comment venir, en fait, se démarquer. Tu sais, dans un bassin tellement de gens aussi qui ont peut-être les mêmes compétences, tu sais, c'est des gens qui sont égales, compétences égales. Puis après, c'est comment te démarquer là-dedans. Oui, puis c'est même rendu aussi le jeu des mots-clés dans un CV pour les sélections par algorithme. Tu sais, ça fait que ça encourage à une conformité. Et ça nuit aux deux côtés. Ça nuit aussi. Fait que, comment on peut se démarquer? Bien, on va se démarquer en entretenant, on parle d'insertion, entretenir le réseau, entretenir des liens. La meilleure façon de trouver la meilleure façon de sécuriser un employeur, c'est quand un employé de confiance lui dit que telle personne est de confiance. Ça revient au réseau. C'est le réseau. Moi, je pense que ça revient grandement au réseau. Parce que moi, si je suis employeur, je vais embaucher. J'ai le choix du processus où je me dis, on peut me dire n'importe
de quoi. Ouais. Même si j'embauche une firme, puis on va faire une série d'éléments. Puis en fait, c'est une façon... Tous ces outils-là, c'est pour réduire le risque. Ouais. Mm-hmm. Puis là, j'ai toi qui es mon employé, que j'adore, que je te dis à quel point je t'apprécie et pourquoi, et tu sais pourquoi je t'apprécie. Puis tu me dis, hey, ma collègue, elle le sait, ça. Ouais. Go on. Ça fait que ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire l'importance d'entretenir son réseau. Ouais. Ça veut dire l'importance aussi de chercher à faire des rencontres d'information. Donc, de trouver quelqu'un sur LinkedIn, de trouver un deuxième ou un troisième contact, puis essayer de devenir premier pour pouvoir avoir un entretien avec la personne la mieux placée dans l'entreprise. Puis des fois, une fois qu'on a cette rencontre-là, si ça finit par on n'a pas un poste présentement, est-ce qu'il y a des endroits que vous pourriez m'encourager à ce que vous connaissez? Parce que là, tu as un contact avec quelqu'un. En fait, ce qui devient riche aujourd'hui, on dirait, c'est d'avoir un contact en personne avec quelqu'un. C'est vrai. On dirait. Mais les contacts humains, c'est de revenir à la base beaucoup. Puis ça, puis tu sais, si on revient aux notions de transition en début de carrière, ben c'est ça, tu sais, c'est correct de changer d'emploi, d'explorer, parce que c'est une période où on accumule des expériences. Fait que, et je pense qu'un employeur n'est pas surpris là, qu'en début de carrière, des gens... Les besoins vont évoluer différemment avec l'avancée en âge. L'avancée en âge va faire en sorte qu'à un moment donné, là, quand tu as un sentiment que tu as fait assez le tour, là, tu te dis, la prochaine étape, c'est là, je me spécialise dans ce dans quoi je suis bon et que j'aime. Et parce que là, je suis tanné de dépenser de l'énergie à gauche, à droite. Mais en début de carrière, c'est bon de le faire. Ça serait quoi le rôle que, autant peut-être le milieu académique que les organisations pourraient ou devraient jouer pour faciliter un peu cette transition-là ou pour rendre ça peut-être plus smooth, plus naturel? Comment bien se préparer aussi à l'entrée sur le marché du travail aussi en tant que nouveau diplômé, genre? Parce qu'il y a comme 3... Oui, ben c'est ça, c'est ça. Plus comme, mettons, on va dire pré, pendant, après, là. Fait que, tu sais, école, soi-même, puis les organisations. Ben, je me lance, puis tu me réenligneras, parce que je vais oublier des bouts, comme je me connais. Donc, on part dans l'université. Ben, l'idée là, de formation, on fait des cours... On parle de l'université, mais je veux juste dire aux gens aussi, peut-être, Cégep, et tout ça, ceux qui font des techniques ou peu importe. Je pense que j'irais vraiment comme plus at large, milieu académique. Puis, Ben, je vais aller cégep université, puis je vais revenir, parce qu'il y a un lien que... Au niveau de la pédagogie, on a tendance à dire, on fait des cours, puis après, on fait un stage. Oui, c'est ça. Et puis le stage il arrive à la fin, tout simplement. Bon, vous allez me dire en enseignement, les autres, ils en ont tout le long, c'est bien. Mais au-delà de ça, il existe aussi l'idée de pédagogie, soit par alternance, c'est-à-dire, dans le domaine de l'administration, le système coopératif, par exemple, où on fait 4 mois, je ne sais pas si vous connaissez, mais à l'Université de Sherbrooke, ils avaient développé ça. Ça existe aussi, je crois, à Concordia. Quand tu fais un bac en administration, tu fais tes 3 premiers trimestres. Ton 4e, tu t'en vas en stage 4 mois. Tu reviens un trimestre, tu repars en stage. Doctorat en psychologie à l'IDS, c'est ça. Oui, c'est ça. OK. UQAM, nous, les stages à la fin. OK. Bon. Bien, ça peut être intéressant parce que ça stimule aussi le sens du travail, ça développe l'intégration au travail, l'identité professionnelle. À ça, on pourrait ajouter de la pédagogie par projet. Ça, de toute façon, je pense qu'avec l'IA, on est confronté à ça, les examens, les apprentissages. On peut bien ramasser des étudiants dans une salle, leur faire des examens papier-crayon parce qu'on dit qu'on peut mieux contrôler le savoir. Il demeure dans la pratique, ça existe, l'usage de l'IA. C'est un outil. C'est comme la calculatrice. Une fois qu'elle est arrivée, elle était là. Bien, pédagogie par projet, c'est de transformer chaque occasion d'apprentissage, chaque travaux d'équipe par une occasion de monter un projet en équipe au travers de différentes étapes. Donc, ça peut être plusieurs travaux et qui font des interactions avec les milieux professionnels. Fait que ça, je pense, c'est des éléments qui peuvent contribuer au développement d'une identité professionnelle parce que le milieu académique a sa force, mais il y a aussi ses limites, comme le milieu de la pratique, fait que ça peut être bon tous les deux. Sinon, à l'insertion. À l'insertion à l'emploi, là, je vais te nommer des affaires. Faut que je nomme des classiques qui existent déjà parce que ça, pas en parler, ça ferait bizarre. Mentorat. Mentorat, évidemment. Tu sais.
Des fois, il y a le mentorat. Des fois, il peut y avoir aussi, dans certaines professions, de la supervision. Supervision professionnelle, dans le domaine de la relation d'aide, les supervisions cliniques, très peu développées dans le monde francophone, alors que c'est très présent là, dans le monde anglophone. Puis dans plein de professions cliniques ou professionnelles, ça pourrait être intéressant, puis avoir des encouragements à ce niveau-là. Quelque chose qui existe en Europe depuis 1991, ça s'appelle la loi sur le bilan de compétences. À chaque 6 ans, un citoyen peut faire un bilan de compétences avec une firme privée. Tu as 4 rencontres, puis on ramasse ton expérience, on fait le point. Donc là, j'aurais dit aller voir un conseiller d'orientation pour faire le point. Ouais. Mais tu sais, c'est des mesures qui pourraient être prises qui existent sous forme de PAE, d'une certaine façon, ici, parce qu'on délègue ça à l'assurance collective, mais en France, c'est un droit. Fait que là, c'est l'État qui encadre ça. Fait que ça peut être... dans le fond, ça permet aux gens de faire, justement, tu sais, on fait un topo de nos compétences, connaissances acquis dans les dernières années, puis après ça, c'est quoi? C'est si, mettons, quelqu'un vous... Projet. OK, c'est ça, pour les projets... je sais pas, des désirs de développement professionnel, exemple, pour atteindre un nouveau poste ou une nouvelle carrière, ou peu importe. C'est ça. Mais au travers du 4 rencontres, l'accent est surtout mis sur regard du parcours des acquis, etc. Mais sans doute qu'une personne pourrait poursuivre après, puis dire, là, on va travailler plus sur la projection dans ce que je pourrais faire avec ça. Mais aussi, je vous dirais que, là, je prêche ma paroisse, mais service de conseiller d'orientation, c'est... Tu sais, on les associe, je t'ai entendu le dire dans un des épisodes, puis c'est vrai, tout le monde a un rapport avec le conseiller d'orientation secondaire. Oui, c'est ça. Moi, secondaire, il y a un conseiller d'orientation pour 1500 élèves en passant en moyenne. Fait que c'est pour ça qu'ils travaillent vite, puis ils travaillent aussi à un moment où les jeunes, leur cerveau n'est pas encore développé au niveau des fonctions exécutives pour prendre des décisions basées sur ces fonctions exécutives. Un choix de carrière. Cela étant dit, la majorité des conseillers d'orientation travaillent avec des adultes. Moi, j'ai passé ma carrière à travailler avec des adultes. Et la beauté de travailler avec un adulte, c'est qu'il y a un passé, il y a un avenir, il y a des conditions autour, il y a un conjoint, il y a des enfants, ça. Fait que faire le point, ça peut être important à certains moments. Puis si on parle des diplômés, bien, souvent, tu rentres, mettons, après 3 ans, ça peut être intéressant. Fait que est-ce que l'organisation pourrait fournir ça directement via un programme d'aide aux employés ou encore l'individu va aller chercher ça? C'est moins cher les services d'orientation que des services de psychologie. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que les services d'orientation, c'est inclus dans certains PAE au Québec? OK, ça, je n'étais pas au courant. Oui, puis c'est maintenant non taxable. OK. Donc, avant, c'était non. Les services psychologiques n'étaient pas taxables avant sur la base que c'est un service thérapeutique. Fait qu'on est entré là-dedans également. Et il y a des conseillers d'orientation qui sont également psychothérapeutes. Fait qu'il y en a plus près de 300 maintenant qui sont les deux. Fait que dépendamment du besoin. Ça, c'est du détail. Je veux rester sur ton truc. En lien avec ça aussi, je trouve ça intéressant parce que ça fait un lien un peu avec la sphère individuelle. On parlait école, individu, organisation. Mais peut-être que l'individu pourrait, en fait, après un certain temps, justement, faire son propre bilan ou demander à quelqu'un de l'aider à faire son propre bilan. Puis, tu sais, ça revient aussi à faire le point sur je suis alignée avec le sens au travail. Tu sais, je suis alignée sur mes intérêts, sur mes compétences, ce pourquoi j'ai étudié, sur ma vision à long terme. Tu sais, fait que je pense que ça peut être super intéressant. Et tous les écarts aussi. C'est de comment tu te voyais, mais là, comment tu livres réellement dans le marché du travail aussi. C'était certains écarts-là. Puis je vais rajouter de quoi? Il y a 5 ans, mettons, juste avant l'IA, je vous aurais dit que la carrière aujourd'hui, on est de plus en plus tout seul à la vivre. Donc, avant, l'organisation s'occupait de la carrière des employés. Prenait en charge les choses. Aujourd'hui, les individus sont laissés de plus en plus à eux-mêmes par rapport à leur carrière. Une carrière, ça recommence. Puis souvent, on est appelé, des fois même, on parle de différents champs de pratique, là, mais il y a des gens qui traînent plus qu'un métier en même temps. Fait que l'avenir professionnel va nous amener beaucoup moins sur des diplômes, mais sur des
compétence. J'ai une compétence là-dedans, et comme c'est moins l'entreprise qui prend ça en charge, ben c'est à moi à m'organiser, à trouver mes ressources. Puis là, je disais, t'arrives avec l'IA, l'intelligence artificielle là-dedans, ben comme individu, il faut rester aux aguets aussi de sa propre auto-formation. Et là, à la question, qui a un rôle à jouer là-dedans? Ben l'individu, s'il le fait pas, faut pas qu'il attende que quelqu'un va le faire pour lui. Cela étant dit, ça serait bien qu'il puisse attendre qu'une société prenne ça en charge parce que des travailleurs spécialisés, c'est ça qui manque au Québec. Fait que quand t'en as, puis le monde, il bouge tellement rapidement actuellement à cause de ce Far West-là, de transformation organisationnelle, intelligence artificielle, compétences qu'il faut développer, que faut prendre soin de nos travailleurs, puis il faut que les travailleurs aussi, jeunes notamment, voient que l'université, c'est pas la fin. C'est la base, mais après, j'ai dit l'université, le cégep, encore une fois, ou le DEP, là. J'ai une question parce que, tu sais, on parlait beaucoup de peut-être échanger aussi sur comment nous, on voit ça, vu qu'on est quand même collés là-dessus. Puis ça me faisait penser à une réflexion que mes amis m'ont parlé avec moi. Puis dans le fond, eux, c'est plus une crainte parce que, tu sais, ça fait quand même peur de savoir que tu vas travailler toute ta vie. Tu sais, t'es à l'école, tu sais, moi, je travaille à temps partiel, j'ai des jobs à temps partiel, mais je sais que je suis à l'école, fait que, tu sais, j'ai pas cette vision-là de devoir me dire « Oh my God, je vais travailler jusqu'à tel âge », alors que moi, mes amis, c'est ça, ils commencent, puis ça fait comme quoi, je sais pas, environ peut-être 2 ans, temps plein qu'ils travaillent, puis ils sont juste comme « Wow, à chaque matin, il faut que je me lève, que j'aille au travail, puis que je fasse ça juste à temps que j'aille, tu sais, je sais pas moi, 60 ans, 65 ans », fait que, tu sais, ça peut créer une certaine crainte. Fait que comment, toi, tu perçois ça? Comment faire en sorte que ça peut peut-être... comment aider quelqu'un à apaiser peut-être cette crainte-là? Comment tu vois ça pour plus, mettons, au niveau pratique? Comment? Ça ressort dans les recherches, qu'est-ce que tu nommes là? Oui, le sentiment, là, une fois que tu n'es plus à l'université, là, le choc de... C'est ça? Ma vie? C'est la ça. Vie? Exactement. C'est ça, la vie au travail? C'est de se lever à chaque matin. Moi, quand j'ai commencé à travailler, aujourd'hui, je me lève à 5 heures du matin à chaque matin. Quand j'ai commencé à travailler, je me lève à 6h45. Chaque jour, j'avais l'impression de me faire souffrance. Quand t'es étudiant, tu te dis, c'est OK, mardi, mais mercredi, là, c'est juste en après-midi. Mais c'est ça, c'est que ça vient tout canner. Canner, peut-être c'est pas un mot, mais j'ai pas le bon terme. Ça vient comme forcé parce que là, t'as pas tes... Tu sais, c'est chaque jour à la même heure, etc. On dirait que ça devient redondant à un certain point. Oui. Puis tu sais, des fois aussi, c'est le fait que... c'est ça, ton travail... Tu sais, tes études, tu avais des cours dans plein d'affaires. Tu fais plein de choses aussi. Ta flexibilité d'horaire, tu peux aller au gym quand tu veux, tu peux faire tes amitiés. Je veux dire, t'es pas tout le temps... Puis je t'entends dans ce que tu dis, parce que tu sais, ça se vit à la fois dans le travail, parce que dans le travail, des fois, les tâches... Tu as été formé pour faire plein d'affaires, mais ton poste, il vient avec cette partie-là. Fait que tu as l'impression que... Tu sais, c'est stimulant... C'est stressant au début parce que le bout qu'il faut que tu apprennes à fonctionner, etc. Puis en plus, il y a un autre élément qu'il faut ajouter, la peur de faire des erreurs. Aussi Selon un type d'emploi, là, une fois sur le marché du travail, tu prends des décisions. Des fois, les décisions peuvent avoir des conséquences pour les clients, peuvent avoir des conséquences pour l'entreprise. Puis des fois, tu prends des décisions puis tu sais pas. Là, il faut que tu demandes, ça, c'est correct. Mais à certains moments, tu es confronté. Fait que ça, c'est un stress que... tu sais, au pire qui va t'arriver aux études, c'est que tu vas avoir une mauvaise note, mais il n'y aura pas une conséquence. Puis le prof, il reste responsable du cadre. Fait que ça joue. Puis tu as raison, en dehors, c'est que ça limite les temps de disponibilité. Ça vient formater un peu l'horaire de la semaine. Tu sais, les activités sportives, il faut que tu les fasses
le soir, après ta job, après avoir mangé. Puis, puis les études, ils disent quoi? Parce que tu mensonnais que ça sortait dans les études, C'est le exactement choc. la question que j'avais, Ça dit quoi un peu les résultats par rapport à ça? En fait, j'évoquais plus que ça ressort souvent comme élément dans la transition qu'une expérience qui va être vécue notable. Donc, qu'est-ce qui caractérise l'expérience? OK. Ça va être... je cherchais si j'avais ce point-là. Ben oui, prends le temps de regarder. C'est ça, c'est qu'il y avait... C'était le choc à l'adaptation d'un nouveau mode de vie par rapport au travail, par rapport aux relations, par rapport aux loisirs, puis cette impression-là là, que ça devait se formater. Autrement dit, ça doit se faire là. Fait qu'il y a un sentiment de perte de liberté, de spontanéité qu'on a plus. Puis, moi, je dirais même, ça, je le rajouterais, là, comme un désir de vivre. Il y a de quoi dans... Il y a de quoi dans la jeunesse, ne serait-ce qu'au point de vue hormonal, là, un besoin d'innover, essayer des choses, expérimenter ça. Puis là, on rencontre le marché du travail. Puis le marché du travail, des fois, les postes ils ont été faits pour que tu rentres dans une vie de quarantenaire quand tu en as 24. Là, fait que c'est un choc avec des... En fait, c'est se questionner sur pourquoi j'ai un choc. Parce que là, ce que tu mentionnes, c'est qu'il y a plusieurs composantes qui viennent comme un peu en autoréflexion, c'est ça, sur pourquoi je suis en train d'avoir une crainte de travailler. Fait que tu mentionnais que parfois, c'est ça, c'est l'aspect de la flexibilité, tu le moins peut-être, ou... Fait que c'est ça, c'est-tu de comme, en tant qu'individu qui vit ce choc-là, c'est se questionner sur pourquoi? Je ressens ça, comment? En fait, les étapes seraient probablement les mêmes que toute résolution de problèmes cliniques, c'est-à-dire... c'est quoi qui se passe? C'est quoi la situation que je vis présentement? D'explorer cette situation-là. Parce que des fois, ou d'avoir quelqu'un avec qui le faire. Si on peut le faire tout seul, tant mieux. On peut le faire par écrit. On peut garder un journal et ça. Mais si on a l'occasion de le faire avec une ressource professionnelle, probablement qu'on va être amené à explorer la situation. Et de là, je reviens sur des affaires que je dis, c'est comment tu vis cette situation-là. Dans la façon que la personne va dire qu'elle vit la situation, elle va parler d'elle. Elle va parler de sa façon d'interpréter les choses. Puis là, on revient à ce qu'on disait tantôt, perception, généralisation. Et là, tu commences, comme intervenant, à avoir de la pogne, une prise sur quelque chose, parce que là, tu amènes la personne, si on va, mettons, TCC, c'est que, deuxième vague, ça va... tu sais, c'est... on peut faire 2 et 3, mais en tout cas. Ce que je veux dire, c'est que là, tu vas... Parce qu'on le fait aussi en orientation, c'est pas propre à psychothérapie, là, toucher ça. C'est l'approche behaviorale comportementale. Le TCC, c'est thérapie cognitive comportementale pour les gens qui nous écoutent. C'est ça. Ça fait qu'on va explorer la situation, on va amener la personne à explorer ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, comment elle réagit par rapport à ça. Et progressivement, si on fait un côté TCC, de voir comment on pourrait voir la situation autrement, la gérer autrement. Ça, c'est deuxième vague. Si je vais troisième vague, c'est la partie aussi d'amener la personne à observer ce qui se passe quand elle vit ça. Je tombe quasiment dans le mindfulness quand je dis ça. C'est j'observe quand je suis au travail, puis que quand ça se passe, il faut apprendre à OK, là, présentement, il ne faut pas que je capote. Il y a une situation capote. Il se vit une expérience capotante pour moi. C'est pas moi, ça. Fait que développer, c'est les mêmes choses. Tu vois, on va développer ça. Puis, un autre élément qui ressort, puis que c'est bon en parler, c'est bon réfléchir, mais une transition, ça se traverse dans l'action. Ça fait que des petits pas, mais de là, qu'est-ce que je peux faire dès maintenant par rapport à ça? Ça peut être une action par rapport à moi-même, ça peut être une action de régulation, ça peut être une action de relation aussi, d'aller voir des gens, parler à des gens, et ça peut être aussi une action au sein de l'organisation, dans des tâches. Fait que c'est pas la réponse la plus originale qui soit, mais en même temps, ce que je trouve intéressante, c'est qu'à mon contexte, que vivre une transition, c'est rencontrer une expérience nouvelle qui déstabilise ou qui met en œuvre nos façons d'interpréter
Et là, on peut le travailler de cette façon-là. Puis le dernier bout, je rajouterais l'importance de la normalisation. D'avoir quelqu'un qui peut, que ce soit un collègue senior, que ce soit un employeur, que ce soit un soutien professionnel, ou que ce soit soi-même qui soit capable de le faire, de se dire d'abord, ce que je vis là, c'est normal. Donc, c'est un choc. Et quand je vis un choc, c'est normal que je sois déstabilisé. Deuxième élément aussi, c'est de garder en tête une attitude centrée sur, quand je vis les choses, ce que je contrôle pas. Parce que des fois, on focus à essayer de régler un problème qu'on contrôle pas, qu'on n'a pas de pouvoir dessus. Fait que... Mais moi, il y a un lien aussi que j'ai envie de faire avec tout ce que tu dis, c'est que tantôt tu parlais un peu de bassin de compétences et tout ça, on a comme habituellement un CV plus d'emploi, mais qu'un CV de compétences, ça peut être quand même intéressant. Puis on dirait, j'ai envie de faire un lien avec ça aussi, de peut-être développer différentes compétences, bâtir son CV de compétences aussi, en tant que professionnel, si on a tendance... Puis je reviens aussi un peu avec ce que tu disais, l'identité professionnelle, c'est comme de la développer à travers cette transition-là. Puis oui, la transition, est confrontante, finalement. Ça revient quand même à ça. C'est que là, tu es confronté à une réalité que, je veux dire, quand tu étudies ce que t'aimes, on dirait que c'est comme, moi, j'ai donc hâte de faire ça toute ma vie. Là. On est passionné, puis on aime donc ça, mais quand tu es confronté, finalement, à ton 9 à 5, c'est 5 jours sur 7, à un moment donné, ça devient redondant. Puis c'est comme, je peux-tu voir le bout, mais finalement... Peut-être que justement de développer d'autres compétences, puis puis ça revient aussi un peu avec ce qu'on parlait, je me souviens pas si c'était hors onde avant, mais après ça, quand tu arrives vers la fin de ta carrière, si tu as développé ton CV de compétences, tu vas pas vivre une autre transition identitaire qui va être complètement déstabilisante, puis passer finalement du monde du travail à la retraite, puis, le vivre peut-être mal. Peut-être qu'il y en a qui c'est des crises identitaires et tout ça. Mais, si ton CV de compétences, tu l'as développé tout au long de ta carrière, tout au long de ta vie, peut-être que ça peut aider aussi. Oui, puis c'est ajusté à la façon que tu as évolué comme personne aussi. Là, comme je disais, début de carrière, tu veux explorer, tu veux acquérir. À un moment donné, tu veux recentrer. La suite, habituellement, de la carrière, c'est que plus tard, tu vas vouloir de plus en plus intégrer. C'est-à-dire, là, enfant, loisirs, ci, ça, là, t'es comme... là, tu veux que tout fit ensemble. Tu veux pas avoir 10 zones de vie. T'en veux une façon de vivre qui intègre les 10 éléments. Puis on peut continuer comme ça. Mais ça, l'âgiste, ça serait... Parce que c'est un autre sujet aussi sur les travailleurs expérimentés, la façon qu'ils mènent leur carrière. Là. Oui, on aimerait ça en jaser éventuellement dans nos sujets. Nos sujets. Je vois le temps qu'il fait. Ça fait déjà 1 heure qu'on jase. Ça passe vraiment très, très vite. Est-ce qu'on avait des questions qu'on n'avait pas abordées, peut-être? Parce Il y a plein de questions qu'on n'a pas abordées, mais vas-y peut-être avec une dernière, puis on pourra passer au jeu meilleur. Peut-être au niveau... La réponse, c'est oui. Peut-être au niveau du rôle des organisations, parce que on a parlé beaucoup de l'individu aujourd'hui, puis c'est vraiment correct aussi parce que ça, je veux dire, les gens qui nous écoutent, c'est des individus aussi, fait que tout est correct. Je me demandais, quelle erreur, c'est une question quand même qu'on a écrite, mais quelle erreur fréquente les organisations font dans l'accueil des nouveaux diplômés? Est-ce qu'il y a des erreurs qui sont un petit peu plus fréquentes qu'on peut regarder un peu? Les accueillir. Ce que je veux dire, c'est pas une erreur de les accueillir, de mal les accueillir. Okay. L'expérience du premier mois ou des 2 premiers mois qu'on rentre dans un nouveau travail, on sait faire la job. Ce qu'on a à acquérir, c'est toutes les façons dont fonctionne cette organisation-là, les formulaires, à tel moment, il faut faire ci, il faut faire ça, puis là, la découverte de ce qu'il faut dire, ce qui n'est pas correct de dire, etc. La pire affaire, je pense qu'on peut faire, c'est d'accueillir quelqu'un puis de le laisser tout de suite s'organiser. Sûrement, ça peut aider certaines personnes, mais de façon générale, on reprend ce qu'on a dit, là. Là, tu as quelqu'un qui arrive comme débutant. Cette personne-là, en fait, je vais reprendre mon idée. Ce que je veux dire, c'est que l'employeur peut voir chez l'importance d'accueillir le nouveau travailleur pour bien montrer le travail.
Mais ce qu'ils ne devinent pas, c'est que sa présence aide l'employé à se réguler au plan émotionnel, au plan social, au plan fonctionnel. Donc, le fait d'avoir une présence, d'avoir quelqu'un avec qui il peut travailler avec, d'être mis en relation avec un senior intéressé, là, puis allumé, puis ça, ben, ça va faire une différence parce que cette première partie-là, ce tout début de travail-là, c'est pas une question de ce que la personne est bien formée. Elle l'est. C'est vraiment la transition, c'est là qu'on peut habituellement tout lâcher ou qu'on peut vivre le plus de difficultés. Mais une fois que cette vague-là est traversée, après, la personne va être plus autonome. Mais faut pas s'attendre de quelqu'un qui est autonome au jour 1 comme facteur de compétence. Il y a des gens qui ont des courbes d'apprentissage différentes, d'intégration différentes. Fait que ça serait ça pour moi. Puis l'autonomie n'égale pas l'intelligence aussi. Là. Je pense que c'est important. L'autonomie n'égale pas l'intelligence. Là. Je pense que c'est important de se le rappeler aussi, pas parce que quelqu'un a besoin un petit peu plus d'aide au début. Ah, qui est moins vite. C'est ça qui est moins, moins compétent, je veux dire ça comme ça. Non, parce que... C'est ça, exactement, c'est ça. Oui, parce qu'on a chacun nos façons d'apprendre. Exact. On a chacun nos façons d'apprendre. Il y en a qui sont très concrets, il y en a qui sont plus circulaires, il y en a qui... Ouais. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Moi, les mots que je retiens, c'est vraiment réseau. Hein, c'est vraiment un des points qu'on a beaucoup parlé. Puis l'identité professionnelle aussi, c'est quelque chose qui se développe, puis ça fait partie de la transition, puis ça demande du temps, puis c'est au fil des années. Fait que... Ben moi, je retiens le processus. Ouais. Tu sais que c'est un processus, puis que c'est normal aussi, puis que dans notre vie, on va vivre toutes sortes de processus, donc pas juste au travail, mais tu sais, c'est ça, tu parlais d'amoureuse et tout ça, mais c'est ça, vraiment la normalité qui est accompagnée là-dedans. Fait que... Moi, je dirais un processus, si je reprends vos affaires, c'est un processus identitaire adaptatif et interprétatif. Pour bien résumer le tout, oui. Est-ce que tu avais une petite dernière chose à dire avant qu'on complète? Sinon, j'ai beaucoup aimé mon expérience avec vous. Je trouve ça intéressant. C'est pas encore terminé, par contre, parce qu'on a les jeux meilleurs. Oui, c'est ce que je... Ouais. Est-ce que tu connais les jeux meilleurs? Je suis venu pour ça. Oui, c'est ça. Exactement. C'est juste pour ça. Mais j'ai vu que c'était des... Est-ce que tu connais ça, mais les jeux meilleurs? En fait, je vous ai vu dans plusieurs épisodes. Je sais que ça arrive à la fin, mais pas plus que ça. Je vais prendre l'explication quand même. Parfait. Ben oui, c'est ça. Sûrement, tu sais c'est quoi, parce que je l'explique toujours de la même façon, mais c'est ça, c'est des jeux de team building. Donc, c'est des jeux avec des discussions, avec des questions. Pour apprendre à connaître l'humain en arrière du professionnel, on aime ça dire ça comme ça. C'est des jeux québécois aussi, c'est ça qui est le fun. Donc là, je pense Ariane a présélectionné 5 cartes. Exact. Donc tu peux en piger une, la lire, puis y répondre. Okay. Es-tu stressée? Ça va de quoi répondre. Je vais la lire, ça va aider. Si tu pouvais avoir un talent de plus, quel serait-il? Là, on peut répondre personnellement. Exactement. Comme tu veux. Et que j'habite dans la région de Joliette. Je suis jaloux de mes voisins, surtout hommes à Joliette, qui peuvent construire, réparer, monter, tout. On parle pas d'un Montréalais qui se débrouille, là. On parle de gens qui peuvent construire de A à Z quelque chose. Je suis jaloux. Fait que, étant quelqu'un qui a choisi dans sa vie de passer beaucoup de vendredis puis de samedi soir à lire, analyser, travailler intellectuellement, puis c'était un bon choix d'opportunité pour moi. J'ai misé à la bonne place. De l'autre bord, j'aurais été plus moyen. Mais ça serait ça. Ah, ben c'est intéressant. Oui, vraiment, mais c'est vrai, tu sais, puis... on est tellement dans notre tête, on est des travailleurs du savoir, tu sais, veux pas. Fait que des fois, ça nous manque un peu, tu sais, juste comme faire une pause, tu sais, de cerveau puis de travailler, tu sais, de ses mains. Manuellement. Oui, puis moi, j'ai découvert, je peux me permettre, j'ai découvert de quoi j'ai fait des rénaux chez moi, puis j'ai compris quelque chose que quand moi, je monte un cours, là, quand vous suivez des cours, moi, il ne faut pas juste que je monte un plan de cours. Il faut que je monte les cours, il faut que je monte un Moodle, il faut que je monte la séquence, à quand vont arriver les évaluations. Il faut que je vois en arrière puis en avant. Les métiers de construction, ça, souvent, on va dire, sont dans l'action. Non, il faut qu'ils sachent qu'est-ce qu'il y a derrière le mur, qu'est-ce qu'il y a dans la plomberie, qu'est-ce que ça, avant de faire telle tâche, la conséquence de telle autre tâche. Moi, j'ai beaucoup appris que
Il n'y a pas de saut-métier, évidemment. C'est pas là que je vais aller, mais je suis ébloui de savoir que chaque métier a cette compétence-là, et c'est ça la compétence de savoir qu'est-ce qui précède, puis qu'est-ce qui s'en vient, puis bien se positionner avec ça. Fait que... Oui, c'est intéressant. En tout cas, moi, ça m'impressionne. Ben oui. C'est quelque chose que j'ai découvert, puis parce que c'est plus que du manuel. Oui, absolument. Mais merci beaucoup. Merci énormément. Merci pour ton passage, c'est vraiment intéressant. Oui. Merci. Bye. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode. On espère qu'il vous a permis de faire de nouveaux apprentissages ou du moins d'alimenter vos réflexions. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est une bonne façon de soutenir le podcast. Pour découvrir plus de contenu de RH Podcast, suivez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok sous le nom de rh.podcast. Pour prolonger vos discussions, profitez d'un rabais de 15% sur les jeux de conversation meilleurs avec le code promotionnel RH. À très bientôt!